Donc effectivement, il s'agit de nouveaux paradigmes culturels. Voilà, alors c'est l'histoire en fait de deux poissons, deux jeunes poissons qui croisent le chemin d'un poisson un peu plus âgé. Et le poisson plus âgé leur fait un signe de tête et puis leur dit Salut les garçons, l'eau est bonne. Alors, les deux garçons passent, les deux petits poissons passent, et puis un petit peu plus loin, il y a un des poissons qui regarde l'autre, des jeunes qui demandent et qui dit Tu sais ce que c'est, toi, l'eau? Et en fait, c'est vrai que finalement, l'eau, dans cette petite histoire, finalement, c'est finalement un petit peu comme l'air qu'on respire, c'est quelque chose qu'on finit par ne plus percevoir par son omniprésence même. C'est-à-dire que c'est finalement un petit peu l'affection de nos proches, hein, on finit par plus la sentir parce qu'ils sont toujours avec nous, ou celle de nos collègues, hein, évidemment, ça peut arriver. C'est aussi la lumière du matin ou le parfum des saisons, c'est aussi, de façon plus triviale, l'accès à l'électricité, par exemple, à laquelle on s'est habitué depuis longtemps. Et puis, par exemple, récemment, ces jours-ci, c'était par exemple Facebook. Ça a été coupé pendant 6 heures. Il y a des gens qui ont tout d'un coup, c'est comme s'il manquait d'air, ils n'avaient plus du tout compris ce qui se passait. Ils étaient habitués à vivre dans cet environnement qui était d'être avec Facebook et de communiquer normalement. Mais l'eau, alors dans cette petite fable, l'eau, ça peut être aussi ce qu'aujourd'hui on a avec la culture. C'est-à-dire que c'est la culture telle que nous la recevons aujourd'hui. On est un peu comme des poissons aujourd'hui avec un océan immense d'offres, que ce soit de chansons via Spotify, Qobuz, Deezer, Apple Music, ainsi de suite, ou de séries via Netflix. On baigne dans un bain. D'ailleurs, streaming, ça veut bien dire le courant, c'est-à-dire on est vraiment dans un courant où toute la culture, finalement, nous arrive de façon naturelle, comme l'eau des poissons qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, alors, c'est vraiment bienvenu dans l'ère liquide de la culture grâce aux plateformes et au numérique. Aujourd'hui, d'ailleurs, rien que quelques chiffres qui font un petit peu, qui donnent un peu le tournis. On n'a jamais eu autant de choix, c'est-à-dire qu'en fait, il y a par jour 75 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify qui sont publiés, c'est-à-dire l'équivalent de 6 000 albums, si on estime qu'il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine de titres dans un album, ce qui représente en un jour la production de ce qui se faisait, la production musicale de 1984. C'est-à-dire qu'en fait, en une journée, on a ce qu'on recevait pendant toute l'année 1984. En gros, on a accès à peu près à 70 millions de titres. Donc ça veut dire que si on voulait les écouter, ça nous prendrait à peine 400 ans, sans écouter la même chanson. C'est-à-dire qu'en fait, on a 400 années d'écoute ininterrompue. Il y a une série qui sort avec 10 épisodes ou 6 épisodes par jour. Il y a à peu près une dizaine de films par semaine aussi qui sortent, 10-15 par semaine. Et il y a 2 nouveaux podcasts par minute. Pas de nouveaux épisodes de podcasts, mais de nouveaux podcasts qui sortent toutes les 2 minutes. Bref, on est vraiment dans un océan de choix, et donc on voit que la culture, maintenant, c'est vraiment, et c'est ce qu'on va traiter, c'est le nouveau paradigme, c'est vraiment celui de l'hyper-choix, mais c'est un océan qui est d'autant plus gigantesque qu'il est lui-même relié à un autre océan, peut-être même encore plus grand. Alors, je ne sais pas, un océan dans un océan, ce que ça peut donner, mais vous pardonnerez un peu la métaphore qui est pas très efficace. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'eau, et c'est une économie, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que la culture se mélange aujourd'hui, par exemple. Un artiste qui fait de la musique n'est pas en concurrence seulement avec les musiciens, il est aussi en concurrence avec une série sur Netflix, avec une vidéo, un jeu vidéo par exemple, une vidéo sur YouTube, un tuto de cuisine, mais aussi avec toutes les photos de chatons qu'il peut recevoir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la culture, par le clic, se retrouve complètement baignée dans un océan, lui-même, complètement balisé. Notre destin liquide, en somme, c'est d'avoir tout un océan de choix possibles à la portée de clics. Alors en gros, on peut s'en réjouir, mais de toute façon, dans un sens, c'est une utopie. Quel jeune musicien n'aurait pas rêvé de ça, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès simultanément à toutes les musiques du monde,
gratuitement, ou disons moyennant, je veux dire, un abonnement mensuel qui est de 10 euros, accès à toutes les musiques, à tous les genres. Il peut explorer tous les genres possibles et toutes les époques. Par exemple, il veut spécialiser sur le son de Manchester des années 90-91. Il peut le faire de façon très très pointue. Donc, à la limite, le musicien aujourd'hui, en tant qu'artiste, va pouvoir être une sorte d'alchimiste dans un laboratoire infini, quoi. C'est-à-dire qu'il reçoit tout à portée de la main. Mais comme on sait, et là on est en train de se rendre compte aussi des effets paradoxaux que peuvent avoir l'hyperchoix, c'est que paradoxalement, cette situation utopique, on sait très bien que l'utopie et la dystopie sont vraiment, c'est juste une question de revers de médaille, on sent qu'il y a aussi dans cette surcroît d'offres un dysfonctionnement qui est en train de se mettre en place. Et voilà, et c'est ce terme, par exemple, d'hyperchoix, c'est-à-dire que maintenant, c'est même plus le choix qu'on a, c'est un hyperchoix de tous les instants. Il est sujet à quelques nouveaux paradoxes que je voudrais exposer un petit peu avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte, en avançant, que ce qui est de l'ordre de l'utopie, d'avoir tout à portée de main, peut avoir aussi des effets un petit peu pervers, quoi, en fait. Déjà, le premier paradoxe, c'est que l'hyperchoix paralyse celui qui en est le bénéficiaire. C'est-à-dire que plus on a de choix, plus finalement on met de temps à choisir ce qu'on va choisir. C'est-à-dire que trop de choix, pour dire les choses facilement, trop de choix tue le choix, en fait. À un moment donné, on s'est rendu compte, ça c'est vraiment documenté largement, plus on a de choix, plus on est paralysé finalement par ce que peut avoir comme conséquence que peut avoir notre choix. Et on le voit par exemple sur Netflix. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se passer, c'est que le temps passé sur Netflix, c'est souvent le temps passé à regarder ce qu'on pourrait regarder sur Netflix. C'est pas regarder une série, c'est essayer de passer le temps de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir regarder. Et c'est un peu, alors pour les poissons un petit peu plus âgés dont je fais partie, nous on avait connu ça dans les vidéoclubs. C'est-à-dire qu'on partait au vidéoclub le samedi soir avec pour charge d'aller chercher un DVD, et puis en fait, on passait un temps fou pendant 1 heure à chercher. On arrivait à la maison un peu bredouille avec notre DVD pour le mettre et pour savoir au bout de 10 minutes que c'est quelque chose qu'on avait déjà pris, qu'on avait déjà regardé, qu'on avait arrêté au bout de 10 minutes. Donc ça, c'est un effet qui existait déjà, mais c'est l'effet Netflix. Et donc on voit que l'hyperchoix crée une sorte de frustration. Et on verra en quoi c'est un problème aussi pour les plateformes. Mais c'est déjà un problème pour nous. C'est un peu ce problème d'hyperchoix qui paralyse. Deuxième paradoxe, c'est qu'en fait, on a l'impression que plus on a de choix, plus notre horizon s'élargit. Et en fait, il se rétrécit. C'est un peu ce qu'on est en train de se rendre compte par rapport à l'offre culturelle. C'est qu'en fait, l'offre de choix infini est un mirage, parce qu'on ne voit jamais la fin c'est ce qu'on appelait la longue chaîne. On ne voit jamais la fin d'une longue chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, plus c'est large, plus on se dirige fatalement vers ce que l'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'en fait, l'hyperchoix, non seulement il paralyse, mais en fait, il rétrécit nos choix parce que par peur d'aller chercher d'autres choses ou par flemme, moi, c'est ce que j'appelle aussi l'algorithme intérieur, c'est-à-dire avant l'algorithme des machines, c'est notre algorithme qui est plutôt flemmard. C'est-à-dire qu'en général, on va tous rechercher quelque chose qu'on a déjà aimé. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on va rechercher une même émotion qu'on a aimée dans un livre ou dans un film. Donc souvent, on aime bien dupliquer ce genre de choses. C'est comme devant un buffet. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, si on va dans des resorts ou des choses comme ça, il y a des buffets toujours à volonté. Et finalement, au fil des jours, on finit par prendre toujours la même chose. Même s'il y a une multitude de plats, on se dirige finalement vers les mêmes choses. Et donc, finalement, l'offre infinie qui voulait un peu être synonyme de diversité, finalement, n'en est pas une, puisque par notre propre fait, notre algorithme intérieur, on va finalement vers ce qu'on connaît. Paradoxe numéro 3, c'est que l'accessibilité facile, finalement, puisque aujourd'hui c'est un clic, je veux dire, pour aller sur Netflix, c'est extrêmement facile, pour passer d'une série à l'autre, très facile, d'ailleurs ils vous poussent même à y aller, à l'épisode d'après, on nous pousse, c'est que la capacité du clic à tout nous livrer instantanément, finalement, finit par tuer le désir. C'est-à-dire qu'en fait, le clic, alors là c'est une phrase un peu sophistiquée, mais l'idée c'est que le clic, à force de vouloir nous rapprocher de l'objet de notre désir, c'est-à-dire de ce qu'on aimerait, finit par nous éloigner en fait du désir pour l'objet. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire qu'en fait, plus on est proche de quelque chose, finalement, moins on va finir par le désirer. Parce qu'en fait, il y a une règle un peu simple chez l'être humain, c'est que finalement, le désir est aussi fonction
de la peine qu'on a eue à l'obtenir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi se rendre compte que plus c'est facile à obtenir, plus on se désabonne. C'est comme quelque chose qui est gratuit, on se désabonne facilement, on finit par ne pas y mettre de soi. Donc en fait, c'est ce qui se passe. Et le clic crée cet effet-là, c'est-à-dire que c'est effectivement instantanément avec nous, mais en même temps, on peut le quitter extrêmement facilement et le désir s'éloigne un petit peu. Alors qu'avant, juste pour faire un petit rappel aussi pour les poissons un peu plus âgés, lorsqu'on achetait un album à mon époque, bon, avec mon budget, j'avais le choix entre un album par mois et ensuite, quand j'étais étudiant, un album par semaine ou 2 par semaine, mais grand maximum. Hein. On était loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais alors du coup, chaque album que j'achetais était un choix cornélien parce que c'était obligatoirement au détriment d'autres albums que j'aurais bien aimé avoir. Du coup, je repartais à la maison avec bon, le risque qu'il pouvait y avoir et je mettais l'album sur la platine. Et c'est vrai que du coup, je commence à l'écouter. Il y a des moments, je n'aimais pas au début, mais je finissais par l'écouter. Et le fait de l'avoir acheté m'obligeait à rentrer dedans. Et j'y trouvais d'ailleurs un plaisir insoupçonné. Et finalement, je finissais à l'écouter jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que ça m'avait fait découvrir quelque chose que finalement j'avais juste entrevu par une pochette ou une chose comme ça. Mais que j'étais pas dans l'hyper-choix. Je ne pouvais pas dire je vais ramener le disque, j'en reprends un autre. Donc en fait, aujourd'hui, tout ça se joue plutôt en quelques secondes. On sait très bien que sur Spotify, au bout de 15 secondes, si on n'aime pas, on passe à autre chose. Paradoxe numéro 4, c'est qu'on se dit, face à l'hyperchoix, quand même, les machines ont pensé aux choses. Et heureusement que les machines ont pensé à ça, parce que sinon, et c'est ce qu'ils ont appelé l'algorithme. Alors l'algorithme, c'est le diable. Hein. En général, on a tendance à lui donner tous les malheurs du monde. C'est le bouc émissaire, en fait. En réalité, c'est quand même quelque chose qui nous sert. Sans l'algorithme, on serait encore dans une sorte de jungle dans laquelle on se dépatouillerait pas du tout. Donc l'idée, c'est que l'algorithme, si ce n'est pas le diable, c'est en tout cas un assesseur du diable. C'est-à-dire qu'il ne fait que renforcer, finalement, ce que nous avons déjà en nous. C'est-à-dire qu'en fait, lui aussi, il rétrécit l'horizon. C'est-à-dire qu'il nous enferme plus qu'il n'ouvre. À la limite, un algorithme, théoriquement, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de découverte. Sur quoi il fonctionne ? Ça fonctionne sur « vous avez aimé ceci, vous aimerez cela ». C'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne par une duplication de ce qu'on a déjà aimé. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller en terrain neuf. Il va se dire, bon, celui-là, il a bien acheté, par exemple, un livre de Dumas, il a un livre de Stendhal, je vais lui proposer au mieux, je vais lui proposer Flaubert, mais encore, là, ça sera presque, je vais lui proposer plutôt ce que les gens ont déjà acheté, c'est-à-dire un autre Dumas, un autre... On est comme ça, ou par exemple, la musique, il aime le R&B, on va lui reproposer du R&B, on ne va pas aller sur des plateaux autres que ça. Donc, du coup, ce qui se passe avec l'algorithme, c'est que sans être le diable, il continue finalement à nous conforter dans nos choix et il finit par faire des photocopies de notre choix. C'est-à-dire, en fait, c'est, comme je disais, voilà une sorte de duplication de nos désirs, mais il ne crée pas de nouveaux désirs. Donc ça, c'est le paradoxe numéro 4. Et le paradoxe numéro 5, alors celui-là, il est plutôt subi par les plateformes qui commencent à arriver au bout d'un modèle aussi face à l'hyperchoix, c'est qu'on s'est rendu compte qu'économiquement, les grandes plateformes commencent à avoir un problème par rapport à l'hyperchoix. Récemment, vous avez dû voir, et surtout en Belgique, c'est pas arrivé en France encore, mais en Belgique, par exemple, sur Netflix, ils ont rétabli une fonctionnalité qui fait que Netflix choisit pour vous, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que, justement, face à l'hyperchoix, les gens retournaient toujours où ils allaient. Et ça pose un problème pour Netflix pour une raison simple, c'est que finalement, ils mettent 13 milliards de dollars sur la table en production. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'1 milliard qui est regardé. Le reste, c'est pas du tout regardé, c'est toujours les mêmes qui sont regardés. Parce que, justement, l'algorithme a cette capacité à mettre en avant des choses que les autres regardent. Donc ça pose un petit peu un problème, à la fois parce que les gens restent dans leur bulle par l'algorithme, et aussi parce que ça finit par privilégier les succès, c'est-à-dire par un effet de cercle vertueux ou vicieux suivant où on le regarde, c'est-à-dire que plus c'est regardé, plus c'est aimé, et plus c'est aimé, plus c'est regardé, et ainsi de suite. Et comme ça, finalement, ça fait mousser, et ça a été aussi documenté, ça, on sait très bien que finalement l'Internet qui devait au contraire, on pensait que ça allait amener de la diversité, a au contraire accentué une blockbusterisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a de moins en moins de succès en haut, mais ils sont de plus en plus forts, et ensuite il y a un émiettement
de tout le reste. Et Spotify aussi se rend compte de ce problème-là, c'est que le client final, c'est nous, les gens qui écoutons, mais leur client aussi, c'est les artistes qui publient sur la plateforme, et ils se rendent compte que finalement, il y a de plus en plus d'artistes qui se partagent aujourd'hui, mais pas du tout, rien du tout, donc ils se partagent les miettes. Et c'est pour ça qu'il y a une paupérisation de plus en plus forte, et alors que ça enrichit les plus gros. Et notamment, il y a un effet aussi qui rejoint l'algorithme intérieur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une tendance, un peu comme le saumon, à remonter à la source, c'est-à-dire que sur Spotify, on s'est rendu compte de plus en plus que les gens écoutaient les vieux titres, c'est-à-dire que c'est des références, et donc les vieux titres aujourd'hui ont une nouvelle vie grâce à... Et donc c'est ceux qui ont déjà marché qui finissent par remarcher encore. Voilà, donc, et il y a même une ruée vers l'or des fonds d'investissement qui achètent tous les vieux catalogues. Alors tout ça, voilà, pour arriver à ces 5 paradoxes qui font que finalement, l'hyperchoix produit, au-delà de la fluidité, il finit, si on veut continuer sur une métaphore aussi, c'est qu'il y a une sorte de glaciation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un manque de recherche de nouveaux courants, et ça se transforme dans une sorte de glaciation culturelle. Alors la question... Aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait face à cet hyperchoix qui se démultiplie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un retour en arrière? C'est compliqué. Ça, c'est des choses qui sont impossibles. Je ne dis pas malheureusement parce qu'il y a tellement de belles choses, mais il ne faut pas retourner en arrière. Est-ce qu'on casse l'Internet? Certains ont dit bon, faut arrêter. Maintenant, il faut arrêter d'écouter ou il faut arrêter d'être sur les réseaux sociaux. C'est pareil, c'est un peu utopique. Ou est-ce qu'on réduit le choix, mais de façon à se dire bon, maintenant, il y aura un numerus clausus pour certaines choses. Sur quelle base on peut faire ça? C'est très compliqué à dire. Et en fait, aujourd'hui, au moins, on peut jouir d'une certaine liberté de publier des choses. Donc tout ça, c'est impossible. En revanche, ce qui est important, et c'est ça que je voulais dire par rapport aux nouveaux paradigmes qui se mettent en place, c'est que les acteurs culturels aujourd'hui doivent proposer un modèle alternatif à la fluidité. Ce n'est pas à eux d'accélérer la fluidité des choses, c'est-à-dire que c'est à eux, au contraire, non pas de ralentir, parce que ralentir, on sait très bien que ce n'est pas possible, mais au moins de créer ce que j'appellerais, contre la fluidité, le frottement. C'est la notion de frottement, moi, qui me paraît important dans le terme de culture, parce que le frottement, c'est quoi en fait? Alors c'est Montaigne qui parlait de frotter son esprit contre l'esprit des autres. C'était cette idée que justement le débat, c'est le lieu non pas d'une fluidité, mais d'un frottement, c'est-à-dire de quelque chose qui produit une troisième chose, qui est de la chaleur, et qui produit une chaleur humaine contre justement ce côté de glaciation humaine. Et notamment, alors vous allez dire, ça c'est une belle intention, et comment on peut produire cette chaleur, ce frottement, comment on peut aller un peu contre cet hyper-choix qui finit par arriver et à dissoudre toutes les choses. À mon avis, il y a trois chemins que pourraient prendre à la fois les nouveaux projets dont on parle aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, et les acteurs culturels d'une manière générale. Mais les nouveaux projets justement, ont cette vertu-là aussi, et on va le voir. Face à l'hyper-choix, il y a déjà l'idée de proposer un espace de curation. La curation, ce n'est pas l'hyperchoix. La curation, c'est justement le choix, mais ce n'est pas moins de choix, c'est un choix raisonné, c'est un choix qui a plus de sens, qui allie la fluidité et le sens, et c'est surtout une ligne éditoriale, c'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai choisi, et ça, on enlève du coup cet esprit, cette idée qu'il y a d'angoisse par rapport à l'hyperchoix. On va le voir, donc dans les projets aujourd'hui, il y a cette dimension-là de choix qui donne un sens, qui donne une ligne éditoriale, et qui s'inscrit pourtant dans la modernité, mais qui justement se dit, ben non, nous, on n'est pas, c'est pas l'infini, on ne cherche pas à faire l'infini, nous, justement, on fait des choix, et donc c'est des partis pris. Moi, je pense que les nouveaux acteurs culturels, quels qu'ils soient, ils ont besoin de créer ça. Deuxième point que je vois assez important, c'est face à la culture du clic. Alors, CLIC, le petit clic comme ça, pas l'endroit qui nous accueille gentiment aujourd'hui. Face à la culture du clic, il faut proposer une culture d'expérience. C'est-à-dire que le clic, c'est l'anti-expérience dans un sens. Le clic, c'est on voit, on passe, c'est la fluidité. L'expérience, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui rencontre finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'analogique. On n'est pas que dans le numérique. L'expérience, c'est un mélange du numérique et de l'analogique. Et l'idée, aujourd'hui, c'est pas de se dire j'arrête complètement le numérique, c'est de réinventer les lieux avec le numérique, c'est-à-dire que comme on le fait un petit peu aujourd'hui ici, mais c'est aussi de réinventer le numérique avec des lieux, c'est-à-dire d'arrêter cette culture un petit peu sur une jambe, simplement de dire qu'il y a du tout numérique d'un côté et il y aurait du tout analogique de l'autre. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans la musique. Le mix, s'il n'y a pas de mix
analogique numérique, ça ne marche pas. Ce qui marche bizarrement, même sur le numérique, via les réseaux ou via les plateformes, c'est aussi ceux qui font des concerts. C'est aussi ceux qui éditent des vinyles. C'est aussi ceux qui aujourd'hui éditent aussi des cassettes. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, et il n'y a pas à avoir peur de ça, ce n'est pas un retour en arrière. Je pense qu'au contraire, il y a une revalorisation de tout l'analogique. Et ça, on avait eu l'occasion, nous, avec Technocité, de faire tout un programme autour de ça qui s'appelait l'analogique 2.0. C'est-à-dire que c'est l'analogique, non pas vu comme un retour en arrière, mais comme une réinterprétation dans un milieu qui s'est numérisé. Et on prenait l'exemple du vinyle, mais il y aurait d'autres exemples aujourd'hui qui sont aussi les lieux culturels, qui peuvent être aussi la machine à écrire. On le voit sur un côté beaucoup plus de niche, mais on a tout cet aspect-là. Donc le deuxième aspect, c'est ce côté proposé face au clic, l'expérience. Et le troisième, c'est face à l'algorithme, réinstaurer la surprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui se passe, c'est qu'avant d'aller au cinéma, si on regarde une bande-annonce, on a à peu près 2 minutes 40. Maintenant, la bande-annonce dure à peu près 2 minutes 40, voire 3 minutes 30 de temps en temps. Et on a à peu près tout le film. C'est-à-dire qu'avant, on avait juste un teaser. Maintenant, on a tout. On a exactement ce qu'on va voir. C'est pour une raison simple, c'est qu'ils veulent éviter la surprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut infléchir justement cette paresse intellectuelle, justement aggravée par l'algorithme, en réhabilitant la surprise, la découverte et la possibilité de redécouvrir quelque chose de neuf en dehors de notre algorithme. Et ça, c'est évidemment sur des lieux qu'on peut le faire, c'est à travers des personnes, c'est à travers toute une ingénierie qui n'est pas celle de l'Internet obligatoirement, mais celle qui est aussi sociale et en dehors des réseaux sociaux. Et donc, à mon avis, il me semble que ces 3 points très importants, donc à la fois la curation, à la fois l'expérience et à la fois la surprise, c'est vraiment la base un petit peu d'un manifeste pour créer du frottement contre le refroidissement culturel. Et ça, à mon avis, c'est un enjeu citoyen aussi important que celui de lutter contre, le réchauffement climatique qui nous guette lui aussi. Voilà, merci. Merci Paul. J'invite maintenant Loïc pour gérer le panel avec Christophe Courcel du projet Ionic, Gauthier Renard du projet Elaps, Stein, le coordinateur de DRK pour le projet Experience Box. Voilà, bonne discussion. Et police. Ok, merci. Alors, j'en profite, comme ça, on ne déborde pas non plus et on a le temps de se rafraîchir après. Vous verrez tous les moyens techniques ici. Bien. Même principe que pour les masterclass, commençons peut-être par faire un petit tour de qui est qui afin qu'on puisse parler ici en connaissance de cause, et je propose de commencer par toi, Christophe, pour le projet Ionic. Je ne sais pas si... Ah oui, ça fonctionne. Ouais. Donc, je suis Christophe Courcel, donc société Ionic. Donc Ionic, c'est quoi? Premier cadre d'art au monde, qui est basé sur la technologie du papier électronique, et ce qui fait qu'on est le premier cadre d'art digital au monde sans câble. Bref et succinct. Très bien, alors passons à Gauthier pour le projet Elaps, c'est comme ça que tu le dis. C'est ça, Elaps. Bonjour à tous, donc Gauthier Renard. Donc moi je présente le projet Elaps, qui est un logiciel de relaxation en réalité virtuelle, donc qui s'adresse à des cliniciens, donc dans un cadre clinique. Donc l'idée c'est vraiment de plonger son patient dans la réalité virtuelle, dans des scènes relaxantes, et puis de faire de la psychoéducation sur des méthodes physiologiques de relaxation, comme la respiration ou la relaxation musculaire. Et on propose ça aux cliniciens dans leur pratique pour apprendre à gérer les problèmes de stress et d'anxiété. Très bien. Et alors enfin, on a Stein, que tout le monde a eu déjà l'occasion de rencontrer aujourd'hui, mais qui cette fois nous parle d'Experience Box. Ja, ik heb 2 petjes. Oui,
Oui, effectivement, j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Je travaille pour la région de design Courtrai et avec cette région, nous avons travaillé sur Experience Books. C'est une borne de jeu, d'arcade, pour que la créativité qui se trouve dans la région de Courtrai soit montrée. Cette installation se trouve d'ailleurs en bas, derrière l'accueil, et il faut surtout aller l'essayer tout à l'heure. Tu as déjà quasiment fait toute la partie de médiation, puisque tu as résumé en disant il y a la curation, l'expérience et la surprise. Et donc ça va être assez simple comme question. Voilà, il reste à les prendre dans l'ordre. C'est finalement dans vos projets, comment est-ce que vous gérez l'aspect de curation ? Peut-être que pour certains projets, ça a moins de sens, mais donc pour le reformuler, comment est-ce que dans vos projets, vous gérez en tout cas l'accès aux données, aux informations, qu'elles soient culturelles, médicales ou en tout cas d'expérience VR, ou dans ton cas plus de galeries, si on peut l'appeler comme ça? Donc je vais commencer alors. Pour expliquer un petit peu Ionic aussi, parce que comme j'ai dit, c'est un médium, donc c'est un cadre d'art, mais c'est couplé à tout un catalogue. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un catalogue de photographies d'art qui est couplé. Naturellement, il y a une curation qui se fait chez nous. Donc on a un comité artistique qui s'occupe de travailler avec les artistes, de choisir les œuvres qui vont être mises dans le catalogue. Mais la raison essentielle pourquoi il y a une curation qui se fait, qu'on n'a pas la vocation d'arriver avec de l'hyper-choix, en tout cas comme tu l'as dit, c'est que déjà un médium, il faut l'acheter. Ce qui veut dire qu'on n'a pas l'ambition d'être comme Spotify, d'inonder le marché et de pouvoir proposer une quantité hallucinante. Et on doit faire vivre des artistes en parallèle. Donc automatiquement, il y a un choix de qualité qui doit se faire plutôt que de quantité dans notre cas. Donc c'est assez essentiel et c'est lié tout simplement au fait qu'on n'arrivera jamais, enfin maintenant je me le souhaite, mais on n'arrivera jamais en tout cas à avoir des millions d'utilisateurs à travers le monde. Ou en tout cas, je parle des millions, peut-être 1 million, mais des millions, je ne pense pas en tout cas, sachant que le médium a pour vocation d'être exclusif et d'être très intègre, en tout cas, et authentique dans sa démarche. Et pour toi, Gauthier? Du coup, dans le cas de D-Labs, nous, on a 2 composantes qu'on sélectionne, c'est-à-dire les méthodes de relaxation et puis les scènes, le visuel, l'esthétique, en fait, pour favoriser la relaxation. Et en fait, on s'est beaucoup posé la question, comment on fait pour créer des scènes relaxantes, comment on fait pour trouver des méthodes relaxantes. Et on a commencé par interroger les gens, on a fait des études de marché. Et au fond, on s'est rendu compte qu'au final, dans la finalité, c'était pas vraiment aux gens qu'il fallait demander qu'est-ce qui était relaxant ou pas. Et c'est un peu finalement l'état de l'art qu'on a fait et la recherche scientifique qu'on a fait qui ont permis de sélectionner les méthodes, donc c'est-à-dire la respiration et la cohérence cardiaque et puis la relaxation musculaire. Et puis pour les scènes, il a fallu réfléchir plutôt au niveau physiologique, c'est-à-dire que comment on fait pour qu'une scène soit relaxante et agréable. Déjà, il ne faut pas mettre de lumière bleue, parce que les lumières bleues, ça ne permet pas de favoriser la relaxation. On est en réalité virtuelle, donc on a un casque, on est face à des lumières bleues. Donc en fait, c'est les propriétés un peu physiologiques qui ont fait qu'on a dû adapter nos scènes aux besoins en fait, de la relaxation. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné notre contenu finalement, en essayant de l'adapter à tout ce qu'on connaissait des propriétés physiologiques liées à la relaxation, quoi. Et pour toi, Stein? Pour nous, c'est à différents niveaux. Peut-être que je devrais d'abord expliquer comment l'Experience Box a été créée. Au fait, il y a une organisation régionale qui s'est rendue à ce projet et a demandé que toutes les initiatives dans la région fassent l'objet d'une communication. Et il y a eu un brainstorming avec des acteurs culturels, créatifs, et ainsi est né de ce jeu arcade. Le premier aspect de curation a été qu'allons-nous montrer dans ce jeu d'arcade, car une fois que vous avez joué un jeu, le résultat est que vous pouvez voir une initiative de la région de Courtrai. Voilà le premier aspect. Et par ailleurs, cette borne devait également avoir une certaine branding. Et pour créer une nouvelle branding, nous avons décidé d'utiliser le branding de l'UNESCO qui existe déjà à Courtrai et donc de l'associer à cela. Et donc,
pour les 3 projets, finalement, vous dites, effectivement, on a choisi ce qu'on mettait en ligne, on a choisi la manière dont on réalise une expérience utilisateur, justement. Parlant d'expérience, justement, j'ai envie de vous poser la question. Le titre de la masterclass, c'est « Nouveau paradigme ». Il y a le terme « nouveau » qui est là. Et quand on t'entend, on dit finalement le futur nouveau, c'est celui qui va commencer à remonter à contresens. C'est bien ça, je le résume bien. Oui, oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y a une sorte de, comment dire, on arrive un peu au bout d'une logique, de l'hyper-choix, qui est celle de proposer de plus en plus. Et moi, ce que j'aime bien dans les projets dont on parle là, c'est qu'ils sont assez modestes, parce qu'ils disent que bon, ils le font parce qu'ils sont un peu obligés, mais je trouve que justement, c'est ça la force de ces projets-là, c'est les choix qu'ils sont en train de mettre en place pour pas justement offrir largement. Et je trouve que la ligne qu'ils prennent et les partis qu'ils prennent tous les 3, c'est justement ce qui fait, moi je trouve, la valeur aujourd'hui, alors que maintenant on est complètement environné de choix, quoi. J'interviens. Tu m'entends ? Non ? Ouais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'on fait ça dans tout. Actuellement, notre société est arrivée au bout de tout. Un peu. Là, on a fait beaucoup dans tous les sens. On a fait du maximum à pousser technologiquement au niveau des contenus. Enfin, dans tous les sens, j'ai l'impression, dans tous les domaines qui nous entourent. Et c'est l'effet de transition de notre société qu'on est en train de vivre qui impacte aussi la culture, en fait. Moi, ce que je voulais faire avec Iliab, c'était donner un cadre d'utilisation. En fait, j'aurais très bien pu mettre l'application sur les stores et puis avoir 100 000 téléchargements en mode gratos et puis on partage. Mais c'était pas du tout l'objectif parce que ça aurait été des utilisateurs qui pas du tout avertis, qui auraient téléchargé le truc, qui auraient consommé le produit et qui l'auraient désinstallé très certainement. D'autant plus que les gens qui possèdent un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, c'est juste des gamers, très clairement. Donc c'était pas forcément le public et moi je voulais vraiment mettre un cadre clinique en fait à l'utilisation, que ce soit parce que la réalité virtuelle c'est un média assez nouveau finalement et puis pour que ça touche le grand public, je pense qu'il y a encore un petit moment avant que ça arrive. Et donc ouais, c'était vraiment mettre un cadre d'utilisation clinique où il y a un vrai protocole, il y a une vraie utilisation, une vraie réflexion sur la psychoéducation, il y a un avant, il y a un après séance de relaxation. Et c'était vraiment l'objectif de sortir de ce truc-là. C'est vrai qu'au début du projet, on avait prévu de faire une sorte de serious game. On allait d'étape en étape et on apprenait à chaque fois un nouvel élément pour compléter cet apprentissage de la relaxation. Et on est très vite sorti de ce modèle-là parce qu'on s'est dit, déjà, on ne va pas trouver notre public. Et puis surtout, à quoi ça va servir si c'est téléchargé ça va être téléchargé, c'est sûr, mais est-ce que ce sera vraiment efficace et utilisé ? Et donc, ou si tu veux t'exprimer, Stijn, il n'y a pas de souci. Oui, je voulais compléter, car effectivement, l'offre est incroyable, les possibilités sont immenses, et on dit on veut montrer la créativité de la région, des entreprises, des artistes ou de designers ou de hobbyistes, mais quelque part, il faut faire un choix, et je pense que c'est bien de remonter à l'objectif, à la base du projet. Et ici, c'était de rendre la région plus attrayante et d'attirer de nouvelles personnes pour venir travailler dans la région. Donc, respecter l'objectif aide déjà à choisir ce que vous souhaitez atteindre exactement. Et donc, toujours parlant de contresens, pour les 3 projets, il y a un choix évident qui a été fait, c'est de partir d'un lieu physique, d'un moment dans l'espace et dans le temps, de dire c'est une borne d'arcade et donc il y a un moment où on peut y accéder, ça n'est pas en ligne. Tu le disais toi-même il y a quelques instants, on a préféré ne pas mettre ça sur l'App Store. Et donc finalement c'est un processus avec un médecin qui a été établi pour qu'on puisse accéder à l'application et à l'expérience. Et de nouveau, dans le domaine du cadre connecté, on n'est pas sur une galerie en ligne, mais on est sur effectivement un accès physique. C'est peut-être là ma question, c'est à quel moment ce choix s'est imposé comme étant une évidence on veut qu'il y ait un élément physique, un élément concret ? De notre côté, chez Ionic, on est tous passionnés de technologie et d'art. Et la direction que prenait le marché pour l'art digital ne nous convenait pas du tout. Donc on adore ce qui se fait sur les télés, la 4K, la 8K, la technologie qu'on a de ce côté-là, mais
Pour l'art, peu absurde, je trouve en tout cas, enfin ça dépend quel type d'art, mais bon, pour l'art vidéo, ok, ça a tout son sens, mais pour de l'art photographique, de l'art statique, déjà quand on voit un petit peu la tendance environnementale, je trouve ça d'une absurdité, personnellement en tout cas, d'afficher une photo sur une télé qui consomme de l'énergie pour afficher un contenu. Donc on a naturellement en tout cas recherché une technologie alternative dans le domaine, donc qui en affichant ne consommait rien. Et c'est là que, donc sachant qu'Ionic est composé de millions de capsules d'encre, c'est plutôt un système d'impression, mais dynamique, que de l'affichage pixelisé. Donc on a naturellement cherché d'abord une technologie qui consommait très peu, pour en tout cas s'affranchir d'un câble électrique pour alimenter, et donc avoir une logique d'intégrité artistique plus logique, tout simplement. Et ça a mis longtemps avant d'être trouvé. De notre côté, c'était un peu pour prendre le contre-pied de ce qui se fait beaucoup en fait dans tout ce qui est comment dire, réénergisation bullshit qu'on a sur les applications et par exemple tout ce qui est application de relaxation ou ce genre de choses qu'on télécharge très rapidement, qu'on consomme. On regarde 5 minutes, on fait un exercice, ça nous plaît à moitié, puis on est tout le temps happé par quelque chose qui se passe, un bruit, peu importe. Et du coup, on a essayé de trouver le moyen le plus optimisé en fait, de proposer des méthodes de relaxation. En l'occurrence, les applis le font pas si mal finalement, mais voilà, c'est le média qui est pas très adapté, je trouve. Se relaxer sur un téléphone portable, là où on a les messages, les SMS, les appels en continu, c'est a priori pas une bonne idée. Donc ouais, c'était un peu pour prendre à contre-pied toutes ces choses-là. On a pensé aussi à un moment à mettre parce qu'on a des trames audio, du coup, c'est comme ça qu'on se relaxe par le biais d'une trame audio. On a pensé à les mettre en ligne et puis on s'est dit, bah non, en fait, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'être dans une bulle de réalité virtuelle, d'être en pleine immersion, de sortir de son quotidien finalement. Et ouais, c'est pour ça qu'on a pensé à la réalité virtuelle et surtout qu'on l'utilise. Pour nous, ou pour l'Experience Box, il y a encore du potentiel. Effectivement, la mise en ligne des jeux, mais c'est également un produit à l'échelle. Pour l'instant, il est tout prêt, il est en style court trait. Le contenu correspond à court trait, mais en principe, le produit peut être utilisé dans chaque région. Si vous mettez d'autres contenus dedans, si vous donnez un nouveau design, ça peut fonctionner ailleurs. L'Experience Box est partie de l'idée d'une organisation régionale qui s'est divisée en plusieurs régions, mais la région de Courtrai l'assure maintenant, s'en charge maintenant. On ne sait pas trop quelle en sera l'avenir, mais une fois que la box était terminée et qu'il fallait la tester dans d'autres régions, il y a eu la Covid, mais en tout cas, on a l'intention de le retester ailleurs, de le réutiliser. C'est le moment où, en général, je me retourne vers le public, mais tu as dit très justement qu'à un moment, il fallait introduire la surprise et qu'on n'avait plus assez l'habitude de la surprise. Donc, je me retourne vers toi. Est-ce que tu aurais une question à leur poser? Ça, c'est une surprise. Non, moi, j'ai une question... ouais, savoir, juste... est-ce qu'ils sont contents de leur projet? C'est une question bête, mais parce que c'est vrai que c'est un projet, c'est toute une mécanique sur laquelle on doute et puis on rebondit, et ainsi de suite. Mais savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qui leur fait plaisir aujourd'hui dans leur projet, en fait. C'est marrant. Ouais, content de notre projet, oui, très. Pourquoi? C'est l'émotion personnellement que ça m'apporte. Bon, on est dans le monde de l'art, hein, donc c'est un peu le monde du rêve, mais d'apporter du rêve aux gens. J'ai été commercial pendant toute ma vie dans des boîtes informatiques, des gros groupes américains très fun. Et là, avoir créé Ionic, en tout cas, j'ai l'impression personnellement d'apporter quelque chose aux gens, une alternative à l'art, une complémentarité, quelque chose d'autre. Et en tout cas, je suis content de voir en tout cas la réaction des gens, à quel point on peut les émerveiller de par le médium seul,
mais aussi avec la vision qu'on apporte sur le marché, et même le marché de l'art mondial. Aujourd'hui, je me dis, on est dans une salle à Mons, j'espère demain être dans une salle à New York en train de parler de la même chose. Et j'ai personnellement la conviction que pour Ionic, on peut y arriver. Donc oui, tous les matins, je me lève et je sais pourquoi. Je pense qu'on est en train de changer le monde de l'art digital. On en reparle dans quelques années. Dans quelques mois. Oui, allô. Oui, nous aussi, on est super contents du projet. Je pense que quand on a commencé ce projet-là, l'objectif, en fait, c'était de changer un peu tout ce qui était... Enfin, moi, je viens de la psychologie à la base, de la neuropsychologie plus précisément. Et j'ai jamais vraiment cru en cette discipline parce que ça sous-entend plasticité cérébrale et donc ça sous-entend de beaucoup travailler pour récupérer des fonctions cognitives qu'on a potentiellement perdues. Et je pense que la réalité virtuelle, enfin on pense toujours que la réalité virtuelle, ça permet en fait d'accélérer ce processus de rééducation cognitive. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans à la base. Donc on a pris la porte d'entrée de la relaxation, parce que le trouble anxieux généralisé, c'est le trouble qui est le plus prévalent dans la pathologie mentale. Et je pense que l'objectif, c'est de sortir déjà cette première solution, qui est en bonne voie, c'est déjà de la vendre maintenant surtout. Et puis de pouvoir tout réinvestir dans la R&D pour pouvoir continuer en fait à créer ces nouveaux paradigmes, ces nouvelles utilisations finalement, des nouvelles technologies au service de la rééducation cognitive, au service de ces nouvelles sciences en fait qui s'appellent les neurosciences. Et je suis très content d'avoir un pied dedans dans le bateau. Ouais. En ce qui concerne l'Experience Box, l'opportunité ici était surtout la liaison avec une entreprise qui est experte dans tout ce qui est création musicale, expérience musicale, etc. Mais nous avions également le lien avec Louvre-Lens-Vallée, où un protocole de test a été créé pour tester cette installation dans des environnements différents. Sans le projet, cette expertise n'aurait pas été accessible pour nous. Donc nous sommes vraiment très reconnaissants et très heureux également du résultat que nous avons obtenu. Alors, maintenant, c'est vraiment le moment où je me retourne vers vous et vers le live stream. Si on a des gens sur le live stream qui ont des questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Que ce soit à destination de Paul ou à destination des porteurs de projets. Ça n'a pas l'air. Silence radio. Ah. Moi, j'ai une question pour Elaps. Je voulais savoir qui utilisait alors ton projet. Est-ce que ça peut être une utilisatrice lambda comme moi? Je suis super anxieuse, j'écoute les bullshit meditation dans le train et ça me rend encore plus nerveuse parce que j'arrive pas du tout à respirer en fait finalement. Mais donc je me pose la question, est-ce que je peux avoir accès ou est-ce que je dois aller dans un cabinet médical faire une étude d'abord préliminaire pour recevoir une attestation enfin, est-ce que c'est tellement compliqué, est-ce que ça devient compliqué pour un utilisateur d'avoir accès à ce produit? Du coup, la solution elle est proposée aux cliniciens. C'est dans un cadre clinique pour l'instant, donc c'est pas pour tous les utilisateurs, parce qu'on, enfin, comme je disais tout à l'heure, on veut que ce soit encadré. En fait, on veut qu'il y ait un cadre à tout ça, qu'il y ait un début de séance, qu'il y ait un débriefing à la fin, et que ce soit pas utilisé un peu n'importe comment, comme c'est le cas avec les applications de smartphone. Et pour l'instant, alors on peut imaginer un jour une version grand public, effectivement, mais pour l'instant, non, c'est vraiment, on va voir le psychologue ou bien le psychiatre, ou bien à la clinique, ou bien pour les personnes qui sont alitées à l'hôpital, par exemple. Donc pour l'instant, ouais, pas d'utilisation grand public de prévu, c'est pas du tout dans l'optique du projet. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui. Déborah arrive avec le micro. En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que Déborah disait. Et du coup, je me demande à quel point on pourrait combiner cette technologie avec des méthodes MDR, en fait, ou autres, et donc étendre, finalement.
C'est super intéressant. Le MDR, on y a beaucoup réfléchi. En fait, on essaye de prendre les méthodes qui ont le plus de... Pardon. Est-ce que c'est possible pour les non-initiés comme moi de savoir ce que c'est le MDR? C'est mort de rire, moi, je pense. Ah oui, c'est ça, voilà. Bah, comme ça, on arrive à... je suppose que la discussion va être intéressante, mais au moins on est tous sur le même sujet. En fait, c'est une technique de modification intentionnelle pour traiter le stress post-traumatique. Et justement, je rebondis là-dessus, le MDR, donc c'est une méthode de psychologie, de méthode de traitement clinique pour traiter le stress post-traumatique uniquement. Et en fait, dans la littérature, le seul consensus, c'est que ça fonctionne dans le cadre du stress post-traumatique, mais pas du stress de manière générale et de l'anxiété généralisée en fait. Donc cette méthode-là, on ne peut pas l'utiliser. Et on est en pleine réflexion sur des nouveaux modules, en revanche, des modules plus attentionnels. On va aller voir, par exemple, avoir des choses qui bougent dans la réalité virtuelle. On va devoir se concentrer dessus. Et on pensait aussi faire un module supplémentaire, un module d'initiation cognitive. On appelait ça, j'appelle ça balade cognitive, où en fait on vient faire de la psychoéducation un peu plus profonde, où on vient faire questionner le patient sur ses pensées, sur la valeur de ses pensées. Parce que quand on est anxieux, on a souvent des pensées qui sont erronées, on a des pensées de catastrophisation. Et il faut remettre en question ces pensées pour avancer dans le processus thérapeutique du traitement du stress et de l'anxiété. Donc effectivement, on pense intégrer d'autres méthodes si elles sont fondées scientifiquement. Je vois qu'effectivement on a une autre question. Je voulais un peu revenir sur l'intervention de M. Vaca. Donc les 3 derniers points de ce nouveau paradigme, entre guillemets, surprise, curation, expérience, si j'ai bien résumé. Je pense que d'un côté, on peut vous suivre dans cette idée de frottement aussi, que moi j'ai préféré parler de singularité plutôt que frottement. Mais en même temps, il y a aussi, je pense, une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que là où on cherche l'expérience, de quelle expérience on parle, de quelle curation on parle, de quelle surprise parle-t-on, parce que ces 3 notions sont aussi utilisées par le grand spectacle, entre guillemets, l'entertainment, pour nous ramener dans le mainstream, encore une fois. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, là, même dans ce qui serait le contraire de ce qu'on essaye en tout cas de s'éloigner de quelque chose qui est une forme de nivellement, de conformisme, et finalement, où toute culture, où tout art devient un produit comme un autre, ce qu'on avait dit déjà dans les années 60 et qui est plus que jamais réel. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, justement, là aussi, le piège, c'est-à-dire qu'immédiatement la marginalité est récupérée, ou l'idée de cette marginalité, de cette altérité, est récupérée immédiatement pour en faire un nouveau produit, peut-être le plus hype finalement. Et comment, à votre avis, on pourrait essayer d'enrayer ce cercle vicieux, finalement, dans lequel sort toujours gagnant une forme de, j'allais dire presque d'intelligence maligne capitaliste? Alors, ouais, c'est une vaste question très intéressante. L'idée de récupération, c'est compliqué parce que je pense que de toute manière, on est un peu dans le grand paradigme maintenant, on se fait toujours un petit peu récupérer. L'idée, c'est qu'on n'a plus, un autre terme, on n'a plus la granularité. C'est-à-dire qu'en fait, entre les grands blockbusters et puis tout le reste, on arrive en gros à ce qu'il n'y ait plus rien entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu l'époque où il y avait ce qu'on appelait les films du milieu, par exemple, qui n'existaient plus, qui étaient des films d'auteurs, qui faisaient quand même un certain nombre d'entrées pour avoir... Voilà, qui permettaient d'avoir quand même un certain nombre d'entrées pour garder son intégrité sans être vendu au grand capital et tout. Aujourd'hui, on est dans une logique, alors là, ça dépasse même le culturel, c'est une logique économique qui est très très large, qui fait qu'à la limite, les indépendants ne sont plus vraiment des indépendants, c'est simplement des sous-produits des grands groupes. Mais l'idée au moins qui pourrait être véhiculée à travers ces 3 points qu'on a vus ensemble avec ces projets-là, c'est-à-dire curation, surprise et puis expérience, c'est qu'au moins,
il y ait un peu de frottement par rapport à cette tendance qui serait de toute façon d'aller tout vers le tout numérique, et c'est-à-dire le tout capitalistique, parce que finalement le tout numérique, par exemple, prenons l'exemple Hollywood contre Netflix. Netflix, il résume à lui tout seul toute une économie, alors que malgré tout, bon an, mal an, même Hollywood, si c'est très intégré, il y a quand même des salles de cinéma, il y a quand même des gens pour faire de la promotion de ces films, il y a des gens qui sortent pour aller voir des films. On a quand même, bon, là, ce que j'appellerais un peu de frottement, c'est-à-dire que le cinéma a plus de frottement que peut l'avoir Netflix. Donc voilà, c'était un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne pense pas qu'on puisse renverser complètement la table ou recréer, on peut recréer d'autres comment dire, d'autres façons d'être plus indépendant, mais en tout cas de réintégrer quand même une participation des gens. On l'a vu pour les concerts, on l'a vu pour les salles. Ça crée, ou par exemple, un exemple tout simple, entre le binge-watching de Netflix qui balance toute une saison d'un seul coup le vendredi soir, et par exemple Game of Thrones qui, lui, gardait encore une ancienne temporalité, on voit qu'il y avait beaucoup plus de frottement. Game of Thrones, à la fin, avait créé un frottement social, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de discussions autour de la machine à café que peut l'avoir Netflix, qui, sa dernière série, par exemple The Squid Game, c'est que sur les réseaux sociaux à peu près que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur Twitter, il y a une courbe comme ça, et puis après ça redescend. Alors que, bon, dans l'ancien système, finalement, de toutes les semaines, eh ben, on crée une sorte de frottement. C'est, à mon avis, ça. Après, bon, ça peut s'affiner, tout ça, hein, bien sûr. Toutes ces discussions, je sens j'ai moi-même, je suis en train d'avoir une demi-douzaine de questions, et je me dis qu'on n'a qu'une heure et qu'on arrive tout doucement au bout de cette heure, notamment aussi sur la question de la récupération. Et puis, dans ma tête, ça a évoqué des questions aussi d'habituation à un moment de l'expérience, puisque aussi vos projets sont, on a commencé par là, à contre-courant d'expériences pour lesquelles on a une habitude. Et donc forcément, vous venez vous opposer à ça en disant on va avoir une nouvelle forme d'habitude avec des cadres connectés, des nouveaux protocoles de médiation, revenir à justement récupérer les anciens jeux d'arcade pour faire du culturel. Et donc il y a aussi cette question de l'habitude qui est présente. Mais peut-être pour terminer, faire un tour comme on a l'habitude de le faire sur où est-ce qu'on peut vous trouver ici dans le forum par rapport à vos projets. Je vais commencer par toi, Christophe. Donc, je suis là-bas. Les cadres connectés, effectivement, ça fait partie de l'expo. Juste là-bas, ouais. Et où c'est assez surprenant parce que quand on voit, on se dit, ben oui, c'est une photo, et puis en fait, il faut rester un petit peu de temps devant pour l'avoir changé. 30 secondes en général, ouais. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'est bien un cadre photo connecté. Pas... Et je vais juste ajouter ça pour ceux qui n'auraient pas le temps, et si moi-même, j'ai pas le temps de rester non plus après, mais il y a toute une vision derrière qu'il faut comprendre aussi. On n'a pas le temps, je pourrais parler des heures de cette vision qu'il y a derrière, mais ce n'est pas juste du digital, on en parlait aussi, on veut en tout cas diversifier l'expérience. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire qu'un cadre ionique est juste une porte qui amène de l'art chez soi, mais c'est aussi une communauté qu'on construit, une communauté qu'on veut faire vivre, non pas seulement autour du cadre ionique en tant que tel, mais autour des artistes et des partenaires. Et quand je parle de partenaires, ça peut être des musées, par exemple, des galeries, tout ce style de partenaires qu'on peut voir dans le monde de l'art. Mais en tout cas, de faire bouger les gens physiquement aussi, dans des expériences physiques, mais aussi des expériences à domicile. Donc d'amener des vernissages, par exemple des expositions à domicile, mais aussi de l'hybride vers l'extérieur. Donc effectivement, on le disait, des nouvelles manières à un moment nouvelle façon de faire, ouais, clairement, mais pas juste dans le faire. digital et s'enfermer dans le digital et la surconsommation, mais bien varier le plaisir, on va dire, et de manière plus authentique, plus lente, j'ai envie de dire, parce que je trouve toujours que ça va trop vite, même si j'adore Spotify, j'aime plus Netflix, pour les raisons qu'on a citées, mais j'ai adoré le modèle, mais je trouve qu'il est arrivé au bout. Donc on arrive à proposer quelque chose d'autre, de plus intègre et plus authentique. Gauthier, si on veut en savoir plus sur le projet, comment est-ce qu'on fait ? Ben, vous pouvez venir me voir. Moi, j'ai un PC, j'ai peut-être un casque qui traîne. Mais en fait, le problème avec la démo d'Ilapse, c'est qu'il faut bien 15 minutes devant soi, parce qu'il faut faire une séance en entier pour que ça marche vraiment. Donc si vous avez 15 minutes, pourquoi pas. Très bien. Et Stein, on a la démo qui est disponible ici en bas, c'est ça ? Oui, en effet. Derrière l'accueil, il y a le jeu arcade qui d'ailleurs est également disponible en français, donc n'hésitez pas pendant la pause. Puis, une fois que vous avez passé la porte, a priori vous allez la voir. Et alors on parlait de nouveaux paradigmes culturels, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les 2 masterclass précédentes, mais on a un autre porteur de projet qui s'appelle Thomas Rouvillain et qui
à une boîte de sound design qui s'appelle Next Sound Lab. Et alors en allant ici tout droit, vous passez les portes vitrées et vous continuez. On a en fait cette démonstration qui est accessible et qui vous permet de tester une expérience audio, comment l'appeler, de réalité augmentée uniquement sonore. Peut-être la manière la plus simple de l'expliquer. Donc il y a aussi moyen d'aller voir ça. Et toujours dans les choses qu'on n'a pas encore citées dans les masterclass précédentes, on a une installation artistique par Stéphanie Laforce qui est disponible une fois que vous avez visité l'expo. C'est dans la pièce juste à côté, il y a moyen d'aller voir encore ça. Paul, si on veut en savoir plus sur toi, comment est-ce qu'on fait? On te suit aussi? On vient discuter avec toi? Ouais, sur quelques réseaux sociaux, tant que j'y suis encore. Parce que j'abandonne petit à petit, Facebook. Je suis encore sur Twitter et LinkedIn, mais c'est pour je ne sais pas combien de temps encore. Non, puis sinon, un petit peu toutes les semaines dans Trends. Et puis un peu dans les échos aussi en France, quoi, les échos magazines. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci, j'en profite pour dire merci pour cette invitation. Et puis d'avoir pu connaître justement des projets. Et puis merci à toi, Loïc, d'avoir... parce qu'on a fait une préparation aussi un petit peu avant qui était déjà très très bonne.